Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 422 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la suite de nos bilans 2025 avec cette fois-ci les Toronto Raptors, Scottie Barnes, RJ Barrett, Immanuel Quickley et toute la bande. Avec aujourd'hui pour les Raptors FD, François-Damien Philippe de QBasket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025 avec cette fois-ci les Toronto Raptors. Et pour parler des dinosaures, on reçoit quelqu'un, qui aimait tellement ses anciens Knicks qu'il a vu les 82 matchs, rendez-vous compte, de ces Raptors pour en parler aujourd'hui. C'est FD, comment ça va FD ? Ouais, ça va, pour parler des dinosaures, t'as sorti les anciens. T'es allé chercher chez les dinosaures. Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être de retour. Oui, j'aurais pu dire, pour parler des dinosaures, on parle à quelqu'un, on reçoit quelqu'un qui n'était pas venu depuis l'ère du Jurassique. Depuis la préhistoire, ouais. Ouais, bon, ça fait vraiment que 4 mois, mais 4 mois, ça va très vite, à l'échelle de la ligue. Ah non, parce qu'il y avait les quiz entre temps, donc ça, en fait, ça fait que 2 mois que j'ai pas été dans le Basket Lab. Ouais, t'as fait un live vite fait, fin de saison, mais je crois tu sais qu'on a un podcast, les meilleurs jeunes de moins de 25 ans à faire, depuis le mois de janvier. Je sais pas, tu veux le faire maintenant? Alors, je m'excuse officiellement. J'ai dit Jurassique alors que les dinosaures ne viennent pas du Jurassique. Je m'excuse, messieurs, dames. Tu le savais, ça? Que, en fait, Jurassic Park, c'est un non-sens parce qu'en fait, les dinosaures n'ont pas vécu pendant la période du Jurassique. Ah ouais? Mais non, mais je suis sûr qu'il y avait un mec qui était déjà en train d'écrire ça en commentaire du podcast. Exactement. T'as bien fait de rectifier rapidement. J'allais me prendre un 0 étoile iTunes. Je pense. Mais oui, mais tu comprends, Crétacé Parks, ça en jette moins que Jurassic Park, tu vois. Donc, les mecs dans des bureaux qui font du marketing, parfois ils sont bons, pour le coup. Et est-ce qu'il y a vraiment eu des dinosaures à Toronto? Est-ce que ça a été prouvé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un alien en 2019 qui a gagné un titre. Oh là là, transition journalistique. Wow. Bon, comment ça va à part ça, FD de QBasket? J'ai un doute, oui, toujours. Ouais, toujours. Enfin, je sais plus trop. Je te charrie. Ouais, non, toujours QBasket. Non, FD de QBasket, sur le Basket Lab, qui fait l'hebdo, bien sûr, que vous connaissez d'ici. Fan des Knicks. Bon, t'écris sur le basket et tu parles basket depuis très longtemps sur plein d'équipes. Et dans la vraie vie, tu es notre Scott Foster à nous, celui qui va défendre toute décision arbitrale. Exact. Même quand ça n'a aucun sens, mais juste par pur corporatisme, c'est ça, on peut le dire. Et t'as fait quoi? T'as fait la NGT cette année encore ou pas? Non, ça s'est plus organisé à Paris. Alors après, même si ça avait été organisé à Paris, je sais pas s'il l'aurait fait. Mais non, pas d'ANGT, un peu de 3-3 là cet été. Mince. Voilà. Bon, mais c'est bien le 3-3, ça passe sur les Non, mais je pensais que tu ferais les Summer League. C'est pour ça. Non, ça passe sur les chaînes BFM TV locales, tu sais, donc j'ai eu la chance de passer sur BFM TV Alsace, BFM TV Île-de-France, je sais plus, voilà, donc pas d'ANGT cette année, mais non, de beaux petits matchs quand même. Il faut le dire aussi, attends, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. FD, notre arbitre maison qui a arbitré un certain Victor Wembanyama lorsqu'il avait quoi? Longtemps. 11 ans, 12 ans, c'est ça? Tu m'avais envoyé les vidéos? Non, Victor, il en avait 12, je crois, à l'époque, 12 ou 13. 12 ans, mais il en faisait déjà 27 en taille par rapport aux autres. Mais ouais. tu arbitrais Wemby à l'époque. Et est-ce que... Non, j'ai une vraie question. Le chinois de Portland, tu l'as... Comment il s'appelle? Yang Hansen? Non. Tu l'as arbitré ou pas, lui? Bah non, où est-ce que je l'aurais arbitré? Ah oui, il paraît qu'il a une vraie cote, que c'est pas du tout un prospect surprise, mais qu'il a une vraie cote chez les hipsters depuis 2-3 ans, quoi, en fait. Il a jamais joué en Europe. Ah, d'accord. Et toi, t'es que Europe? Je suis que France pour l'instant. Je suis que Est de la France. Je crois que tu me surestimes un petit peu. Je sais pas, tu me dis je fais la NGT, j'ai arbitré la pré-saison NBA il y a 2 ans et tout. Oui, toujours plus. C'est moi qui étais au téléphone avec Tim Donaghy et Scott Foster à l'époque. Oui, je suis le 3e. Ouais, je suis le 3e. Le numéro inconnu sur le registre du FBI, c'est moi, ouais. Bref, arrêtons les bêtises. Pour parler des Raptors, d'abord on commence, tu vas me citer 5 dinosaures.
Ouais. Non, je blague, hein, je blague, MD. Bref, les bilans, on y va pour de vrai, sérieusement, Sérieusement, donc les bilans 2025, qu'est-ce que c'est? C'est enfin un bilan équipe par équipe, comme d'habitude, chaque été. Aujourd'hui, les Raptors, et on le fait à travers notre format des 10 stats de la saison. Donc, 10 stats en tout, 5 chacun, et c'est des stats soit intéressantes en elles-mêmes, soit qui servent un peu de prétexte, ces stats, pour être une porte d'entrée vers plein de petits sujets pêle-mêle. Donc, grosso modo, traiter le bilan des Raptors en 10, 12 points clés. C'est un peu l'idée. Vous connaissez le format, donc on y va sans plus tarder. FD, tu connais le format également, donc je te lance. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Toronto Raptors 2025? Eh bah écoute, 91, 95 et 99. À ton avis, à quoi ça peut se référer? Ça ressemble à du True Shooting Plus, ça, non? Ouais, exactement. C'est le True Shooting Plus des 3 plus gros créateurs de ces Raptors. Donc Scottie Barnes à 80. Alors je vais le faire dans le sens de l'usage percentage, donc de l'utilisation offensive qu'ils ont. RJ Barrett est à 95. Scottie Barnes est à 91 et un petit peu en dessous quand même en termes d'utilisation. On a Emmanuel Quickley qui est presque à la moyenne, qui est à 99 de True Shooting Plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah globalement les Raptors, on pourra le redire après, mais c'est une équipe qui était pas efficace en attaque l'année dernière, qui pourtant se créait des plutôt bons tirs, des tirs de plutôt bonne qualité. Juste, je t'interromps, on l'a pas précisé, True Shooting Plus, efficacité relative à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Donc 95 par rapport à 100, la moyenne qui est fixée à 100, donc moins 5% relative à la moyenne. Combien t'as dit? Moins 9 et moins 1 pour Quickley, qui est grosso modo à la moyenne, quoi. Ouais, c'est ça, globalement. Donc voilà, globalement, les 3 plus gros générateurs de tirs de ton attaque, ceux qui sont le plus responsabilisés, aucun des 3 n'est plus efficace que la moyenne. Ça explique pourquoi ton attaque était plus que poussive cette année. On pourra mettre d'autres stats là-dessus après. Mais voilà, c'est assez marquant. Je sais pas si toi tu veux réagir là-dessus, mais voilà, surtout on pourra reparler de Scottie Barnes et d'RJ Barrett et de leur manque de synergie entre les deux, mais en tout cas en termes de scoring, tous les 3 pour l'instant ne sont pas encore plus efficaces que la moyenne. C'est un peu ce qui est le plus marquant, c'est comme tu dis, le fait qu'en fait, très simplement, ils mettent pas leur tir. Et on prend les 3 stars, comme tu dis. Alors, je te trouve un peu sévère avec Quickley parce que bon, il est au niveau de la moyenne, quoi, grosso modo. Oui. Mais par ailleurs, c'est vrai que Scottie Barnes et Barrett, on est sur une certaine vraie inefficacité, pour le coup. Bon, c'est ce qui n'est pas non plus forcément étonnant. On a affaire à une équipe qui est pas très bonne, hein, donc il y a pas c'est pas comme si c'était un manque à gagner énorme. On parle pas d'une anomalie, une bonne équipe qui met pas ses tirs. Voilà, Toronto est une équipe qui de toute façon ne visait pas grand chose l'an passé. On le savait, année un peu de transition. Siakam était parti, on laissait un peu la place à des jeunes justement. Mais malgré tout, tu vois, et je crois que tu partages un peu ce sentiment puisqu'on a parlé assez régulièrement sur l'hebdo. On avait quand même un peu ce sentiment que les tirs rentrent pas. Mais pourtant, l'impression visuelle de cette année, c'est que tactiquement, c'était quand même assez cool, malgré cette inefficacité pour de vrai et du résultat final. Mais le process, la tactique et le coaching de Darko est quand même pas mal du tout, quoi. Ouais, grave. Moi, c'est une équipe que j'aimais beaucoup regarder, même si forcément, voilà, t'avais ce manque de finition qui pouvait un peu frustrer. Et puis, surtout, cette chose où on l'a dit pendant un hebdo, c'est, en fait, tu sens que la charnière est là, tu sens que la maison, les poutres sont bien mises et que ça peut ressembler à quelque chose. Mais en fait, les mecs qui ont monté la maison, ou qui sont en train de monter la maison, ils sont pas au niveau, en fait. Donc, les plans de l'architecte sont vraiment là, mais la maison, elle ressemble pas à grand chose. C'est juste un manque de talent ou juste, au-delà du talent, parce que je pense que c'est une équipe qui, mine de rien, est quand même assez talentueuse individuellement, mais c'est pas forcément les mecs qui ont les profils offensifs pour faire briller ce système-là. Mais c'est vrai que voilà, en termes d'animation offensive, c'est une attaque qui a quand même pas mal de mouvements. C'est une attaque qui surtout finalement arrive souvent sur du pick and roll en fin de possession, mais qui arrive à mettre du mouvement avant le pick and roll. Ce qui a permis à Jakob Poeltl cette année d'être un des meilleurs rollmen en termes d'efficacité. Donc quand il pose le pick and roll, les tirs de Jakob Poeltl au cercle sont très rémunérateurs en termes d'efficacité. Mais c'est notamment parce qu'il y a du mouvement avant, parce qu'il y a des cuts. C'est la 3e équipe en termes de fréquence au cut. Donc ça montre un petit peu qu'il y a, pourtant dans l'effectif t'as pas un mec qui te dit waouh, ça c'est un super joueur hors ballon. C'est que le système globalement fonctionne assez bien et tu rajoutes un petit peu de talent, tu rajoutes un petit peu plus de mec qui est capable d'être au-dessus, enfin de créer des tirs efficaces et de les mettre. T'as quand même quelque chose qui est plutôt prometteur.
J'irais quand même pas jusqu'à dire, aller jusqu'à l'exemple de, je sais pas moi, donc ici, année 2021-2022, tu sais, qui était un peu comme ça, c'est-à-dire le fond de jeu proposé était très cool déjà, pour ceux qui regardaient les matchs, plutôt critiqué un peu juste parce qu'il y avait un bilan qui était nul. Le fond de jeu était bien, mais c'est juste que les tirs rentraient pas, mais parce qu'il n'y avait pas le talent pur, quoi. Et sans aller jusque-là, jusqu'à l'exemple d'OKC, voire même, tu sais, un peu de Utah, qui est comme ça, qui a un peu un modèle de jeu tactique Utah depuis 3 ans maintenant. Alors ça commence à durer, mais bon, les mecs qui finissent avec le pire bilan de NBA, ils ont jamais le first pick, hein. Merci la draft, merci Adam Silver, mais il y a toujours un manque de talent pur. Sans aller jusque-là, j'ai pas été à ce point impressionné comme l'attaque de Will Hardy. Je trouve quand même que, c'est quand même très 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 sympa pour le coup. Vraiment, plus que sympa, c'est un euphémisme. L'organisation offensive, et tu vois, j'avais noté un truc là-dessus. Moi, j'avais noté un chiffre 29,9, donc quasiment 30%. C'est un pourcentage, c'est le pourcentage de rebond offensif. Ouais. Et qu'en fait, quand tu regardes l'attaque de loin, tu parlais un peu de l'inefficacité des stars. Pareil, là, tu regardes un peu collectivement, tu dis en fait, c'est le seul truc sur lequel ils sont bons en attaque. C'est le rebond offensif. C'est-à-dire que les 4 facteurs stats qui définissent une attaque ou une défense, c'est adresse, turnover, lancer franc et rebond. Voilà, des deux côtés du terrain. En l'occurrence, adresse au tir, ils sont pas bons, 23e sur 30. Turnover, ils commettent beaucoup de pertes de balles, 25e sur 30. Lancer franc, 27e sur 30. Le seul où ils sont bons, c'est le rebond offensif, mais il y a un peu ce truc où le rebond offensif, c'est presque le plus facile. Il y a pas besoin, il y a pas de compétences de prise de décision, comme pour les turnovers, de mettre les tirs, de skills, de toucher de balle, etc., comme pour l'adresse, de lancer franc, donc d'agressivité, de savoir-faire. Il n'y a pas de compétences, si ce n'est juste on envoie des mecs au rebond, en fait. Ouais, tu peux avoir un peu d'organisation, tu sais, l'année où les Knicks gagnent une série de playoffs là-dessus contre les Cavs, il y a quoi, il y a c'est vrai, c'est 2023, ouais. 2023, en effet. Il y avait un petit peu ce truc où tu te dis, ouais, en fait, c'est pas que de la volonté, il y a aussi un petit peu d'organisation tactique derrière. Quel mec t'envoie au rebond offensif? Est-ce que c'est des mecs qui sont du côté du tir ou plutôt à l'opposé du tir? T'as un petit peu ça. Je pense pas que dans le cas des Raptors, on soit sur vraiment une volonté de jouer le jeu des possessions, mais le fait est que Jakob Poeltl fait une très très bonne saison en termes de rebond offensif, et puis même Orlando Robinson il a pas joué énormément de matchs, mais qui a un peu aussi ce profil là de grand qui est capable d'aller chercher des rebonds offensifs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, tu peux décider d'attaquer à 3 ou 4, alors tu vas le payer par rien, mais tu peux décider d'aller au rebond offensif. Et alors que tu peux pas décider de et si on avait la deuxième meilleure efficacité au niveau de l'adresse au tir, tu vois, c'est quand même plus dur. Et ce que je veux dire, c'est que la carte du rebond offensif, ça peut être assez régulièrement une carte jouée par des équipes un peu nulles. Donc finalement, le seul point positif qu'on peut sortir des stats générales, c'est de dire le seul point positif, c'est le rebond offensif. Or, ça, je crois que Utah aussi attaque beaucoup le rebond offensif. À l'époque des Rockets, quand ils étaient nuls aussi, ils le faisaient. C'est un peu un espèce de patch, tu sais, on est nuls, allons chercher des deuxièmes chances, quoi. Et tant pis pour la transition défensive, tant pis pour les trucs comme ça. Donc, il y aurait de quoi dire, le tableau est pas génial, quoi. Parce que le seul point positif, on le nuance. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu regardes les matchs, en effet, comme tu l'as bien développé déjà, le style de jeu offensif est quand même très cool, le mouvement qui est mis en place, les principes de jeu qui sont en train d'être mis en place, et 2-3 stats aussi pour le noter. Alors, j'ai loupé les cuts, qui est peut-être la meilleure stat qu'on aurait pu citer. Donc, tu nous dis 3e, c'est ça, 3e de NBA sur les cuts, qui montre très bien ça, parce que quand tu crées des cuts, c'est des points faciles, des tirs faciles, évidemment. J'avais aussi noté 300,7, c'est les passes par match. Pas les passes décisives, les passes par match, donc ça bouge beaucoup. C'est 5e meilleur total de NBA, donc ça montre aussi une attaque qui bouge pas mal. 28,5 assists, on n'est pas loin du top 5. Donc voilà, ça partage aussi pas mal la balle. Il y a aussi le critère des tirs au panier où ils arrivent à avoir la 2e plus grande fréquence de tirs au panier. C'est ça qui est fou. Et on rejoint tes cuts en fait finalement, et c'est le mouvement qui crée ça, parce que pour le coup, peut-être on en parlera, mais les stars, il n'y a pas trop de drivers de qualité dans cet effectif, malheureusement. Ouais. Après, ça perd des points parce que beaucoup de turnovers, c'est une équipe jeune. Ça perd des points parce que la fréquence à 3 points elle est encore très faible, parce qu'il n'y a pas trop de shooters. Même si pour le coup, ils sont milieu de tableau en catch and shoot. Et en fait, ils sont bons derniers en pull-up. Ils ont personne qui peut mettre des pull-up à 3 points. En tout cas, ils sont bons derniers de NBA. Ouais. Ils vont beaucoup au panier, mais ils les mettent pas les tirs au panier, donc ça c'est aussi un autre problème. Ils sont 2e fréquence au cercle de la ligue et ils sont 29e efficacité. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas résumé les Raptors? T'arrives à choper les meilleurs tirs, les tirs les plus rémunérateurs, et t'es avant-dernier de la ligue quand il s'agit de les mettre. Oui, mais ça résume assez bien aussi on joue bien. Mais pour l'instant, les tirs rentrent pas. Mais parce qu'on n'a pas les joueurs. C'est clair. Et tu vois, il y a quand même de quoi nuancer largement le premier tableau qui est pessimiste de ils font rien de bien en attaque. Non, en fait, tactiquement, c'est quand même très cool. Ouais, j'ai une autre stat là-dessus. C'est la dernière équipe de la ligue en termes de fréquence d'isolation par match. Oui.
qui rejoint un peu ce qu'on C'est parlant aussi, ouais. Ouais. Effectivement, t'as raison. Donc voilà pour l'attaque, quoi. Je pense qu'on en parlera aussi. Ma première stat du jour, si tu me permets. Parce que là, t'as donné aucune stat de tes 10, là? Non, c'était une bonus. Okay. De mes 5. T'as préparé 10? On en parle après. On peut en citer plein. Ma première stat du jour, moi, c'est 14 pour commencer. C'est le defensive rating, en tout cas le rang au defensive rating, 14e meilleure défense de NBA. Je sais que tu vas en parler, on va aussi en parler. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que pour une équipe nulle, avoir le 14e meilleur defensive rating de NBA, c'est quand même étonnant. Équipe nulle, quand j'entends par là, c'est 24e meilleur, à peine meilleur entre guillemets, 24e sur 30 au différentiel attaque-défense. Donc le fond de jeu proposé par l'équipe, le but du basket, différentiel attaque-défense, 24e à peine, c'est pas une bonne équipe, on est d'accord. Mais il y a une bonne défense. Et ça, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours qu'on voit une équipe un peu nulle bien défendre, pour le coup. Et même plus que ça, ils sont 12e au niveau de la défense de demi-terrain. Tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc, quoi? Une équipe qui est pas censée être forte, mais qui défend très bien, même plus que certaines équipes de play-off, même en finale NBA. 15e aussi en défense de transition, au passage. Donc voilà, c'est assez complet. Sauf que FD, il y a un aspect qu'on appelle la Jedi Defense qui, je pense, est très très forte chez eux. C'est-à-dire que quand on gratte un peu, on regarde les indicateurs. Oublions un peu le defensive rating. On oublie. 14e, c'est très bien. 12e sur demi-terrain, c'est très bien, mais oublions. Fréquence de tir au panier, 27e sur 30. C'est-à-dire qu'ils autorisent beaucoup de tirs au panier. Ah mince, c'est un problème. C'est les tirs les plus rentables. Lancer franc, ils en autorisent aussi, je crois, pas mal. 30e sur 30. Voilà. Donc, de surcroît par rapport au tir au panier. Efficacité, non pas fréquence, mais efficacité autorisée au panier, 18e sur 30. Le rebond offensif, donc pour l'adversaire, mais pour eux c'est défensif, 23e sur 30. Et tu te dis, mais en fait, où sont les points? Les points qui sont en train de sauver, le fait de grimper dans le classement, où est-ce qu'ils arrivent à sauver des points? Bon, les turnovers, d'accord, ils créent pas mal de pertes de balles adverses, c'est bien, mais ça ne rattrape pas tout. Et le truc, c'est que, je te laisse dérouler, on a ce qu'on appelle la Jedi Defense. Ouais, c'est-à-dire que les adversaires, contre les Raptors, les adversaires tirent très mal à 3 points. Ils sont à 35,3%, ce qui est le 3e total le plus faible de la ligue. Donc globalement, quand les mecs arrivent au Canada, ils oublient un peu comment tirer à 3 points. Alors on pourrait dire que c'est les grands bras de Chris Boucher, que c'est la dissuasion d'RJ Barrett globalement, mais non, c'est Seth Partnow à l'époque qui parlait beaucoup de ça, je crois en 2021-2022. Il me semble que c'est lui qui a appelé ça la Jedi Defense. Ouais. Et en fait, il a montré que statistiquement, il y avait très rarement une corrélation entre le fait d'être une bonne défense et de bien défendre le 3 points. Que même si ça fait partie de ta stratégie, les variations sont vraiment minimes et sont pas vraiment significatives. Donc voilà, c'est un petit peu parfois 82 matchs, c'est pas un échantillon assez grand. Et donc t'as un petit peu ces effets de chance, de shooting luck qui peuvent arriver. Et je pense que c'est le cas pour cette équipe des Raptors, surtout que tu te dis, si à la limite, historiquement, c'était une équipe qui arrivait toujours à forcer les équipes à mal tirer à 3 points, tu pourrais dire c'est leur schéma défensif. Et encore, on vient de dire que c'était pas vraiment significatif. L'année dernière, les équipes tirent à 38%. L'année d'avant, 38% aussi. Cette année, on passe à 35, on perd 3%. Alors que bon, le personnel défensif a pas vraiment changé, donc y a pas de raison que ça chute autant. Pour expliquer un peu un Jedi Defense, oui, vous ne rêvez pas, c'est Jedi de Star Wars. Hein. C'est une dénomination un peu sarcastique que de Seth Partnow à l'époque. Partnow qui était un membre du front office des Bucks pendant longtemps et qui ensuite est allé dans les médias. Donc c'est un peu sarcastique, c'est en mode Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, enfin le 1 pour les plus anciens, qui contrôle la pensée du mec. Et donc en grosso modo, l'idée c'est que tu peux contrôler le volume à 3 points, de combien de tirs à 3 points tu peux autoriser ou pas, ça c'est schématique. Tu peux contrôler la qualité même des 3 points, mais en réalité tu ne contrôles pas le résultat. Tu ne peux pas contrôler l'efficacité adverse à 3 points, d'autant plus en défense, parce que si en attaque, ton efficacité à 3 points, ça tourne autour de... surtout c'était 10 ou 12 joueurs qui shootent tout le temps. Donc si t'as des bons shooters en général, tu vas réussir. Si t'en as des mauvais, tu vas pas y arriver. Tu vois, Orlando, ils ont aucun shooter. Ils sont faméliques cette année à 3 points en attaque. Par contre, la défense, c'est pas tes 10 shooters qui shootent, c'est les 250 de NBA que tu affrontes. Et donc finalement, t'as un aspect aléatoire qui est assez grand. Et tu peux très bien concéder beaucoup de tirs un peu contestés. Parfois, ça va rentrer. Donc l'efficacité à 3 points, c'est une donnée relativement aléatoire. Ce qui pas
Pas totalement, pas totalement. Il y a quand même des bonnes équipes avec, oui, une équipe qui est absolument monstrueuse sur les lignes de passe, sur les close-out, oui, tu peux rusher un 3 points, tu peux bien le défendre, tu peux forcer que le 3 points, il soit pas pris le 3 points et que le mec dribble un peu, prenne le 2 points. Ok. Mais il y a une partie d'aléatoire, on va dire, en tout cas. Et donc c'est un peu ce que tu dis, hein, c'est Jedi Defense, le côté de croire qu'on contrôle, comme si on avait un peu le pouvoir de la force, quoi. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Voilà. Je n'ai vu aucun Star Wars, hein, je te coupe, mais vraiment, voilà. tu peux pas utiliser de référence avec moi. Ok, bon, fin de podcast. Merci à tous. Non, voilà, c'est un peu sarcastique par rapport à ça, de croire qu'on peut contrôler. C'est pour ça qu'il a dit ça comme ça. Surtout qu'ils sont dans la moyenne en termes de fréquence, donc on peut même pas dire que c'est une équipe qui va super fort. Faire des close-out et qui empêche les mecs de prendre des bons tirs à 3 points. Non, parce que la fréquence, elle est moyenne. Donc, c'est vraiment... Oui, et puis pour moi, l'argument massu, sauf si vous n'êtes pas convaincu encore de ce côté, c'est aléatoire. Alors, c'est aléatoire, ça dépend, parce que tu vois, par exemple, c'est pas que du coaching. Notamment, on a remarqué que Boston, pendant plus de 10 ans, ils autorisaient une très très mauvaise efficacité à 3 points. Sauf que c'était sur 2 coachs. C'était Brad Stevens et Doc Rivers même avant. Donc il y a peut-être un truc avec la salle, tu sais. Je ne sais pas à quoi. C'est un peu un mystère, hein, pour le coup, ça. Il faudrait des études un peu plus poussées. Mais c'est relativement aléatoire. Mais bref, fin de la parenthèse. Non, l'argument massu, c'est que l'an passé, ils étaient très nuls, en fait. Et que c'est à peu près le même effectif. L'an dernier, cette année, ils sont 3e et 35% à peine. Ouais, Et l'an dernier, 38, et c'était parmi les 5 derniers de NBA. Donc il y a un aspect assez aléatoire, pardon. Et on va dire que cette année, les tirs ne sont pas rentrés, relativement aléatoires, relativement hasardeux, pas que, mais tout de même en partie. Et là où on peut le voir, c'est que, finalement, les 3 points sont pas rentrés. Les 2 points, tu vois, à peine 42% sur les mi-distances. C'est aussi la 5e meilleure efficacité à mi-distance. Et les jump shots, c'est loin du panier, donc c'est une probabilité qui est plus faible qu'un tir au panier, évidemment. Donc plus t'es loin, plus c'est improbable, plus il peut y avoir de variations. Alors que le panier, voilà, le panier c'est proche. Bon, on voit qu'ils concèdent une efficacité au panier qui est très très nulle en fait, mais parce qu'ils sont pas bons pour les défendre. Donc voilà, c'est un peu cette idée, et je crois que c'est peut-être les lauréats de la Jedi Defense de cette année, hein, pour le coup, nos amis les Raptors. Et j'ai l'impression que c'est en partie comme ça qu'on peut expliquer ce très très bon defensive rating, qui est peut-être un peu étonnant, parce que quand on regarde tous les critères, on dit mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font de bien en défense? Pas le panier, pas les rebonds, pas les c'est une équipe assez agressive. Ils sont 10e à la provocation de perte de balle. C'est ça. Et l'autre aspect qui me confirme que c'est une équipe agressive, tu l'as dit avant, c'est le nombre de lancers francs qu'ils donnent en fait. C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes, c'est une équipe qui donne beaucoup de lancers francs. Mais de l'autre côté, t'as aussi le fait de créer des balles perdues, 10e à la provocation de perte de balle. Donc voilà, c'est un petit peu leur identité. Et je me demandais, parce que Darko c'est leur architecte, donc leur coach principal c'est leur architecte offensif, on est d'accord? Il me semble, oui. Ouais, mais du coup, qui est le mec en défense parce que leur assistant, c'est Lloyd Pierce. C'est l'ancien d'Atlanta. Tout à fait, oui. Et il a pas fait un passage remarqué à Atlanta non plus, quoi. D'ailleurs, il s'est fait éjecter en Summer League. Assez rare. Ah oui? En match de consolante, t'imagines? Parce que la Summer League, ils ont décidé d'être gentils. Si t'es pas dans le tableau final, ils te donnent encore un match pour les fans, quoi. Le mec s'est fait éjecter dans le 4e quart-temps d'un match de consolante. Il est peut-être ses vacances qui démarraient un jour trop tôt, il s'était planté sur le planning. Ouais, c'est ça, il avait mal pris son billet d'avion. Il savait pas qu'il y avait un match de consolante, il avait déjà pris les billets d'avion, peut-être, je sais pas. Terrible. Non, mais c'est un peu marrant parce que tu vois, on commence par ça au final. Et les stats ont l'air de dire ouais, l'attaque est pas top, hein. Et en fait on aime bien ce qu'il y a derrière, modulo le talent pur, et la défense a l'air de dire d'un point de vue stat waouh, c'est pas mal. Et quand on creuse un peu, c'est ah oui, mais peut-être pas tant que ça, quoi. C'est une défense qui, voilà, tu parles des turnovers, pour faire des pertes de balles il faut être agressif, mais quand t'es agressif tu peux aussi prendre des risques, tu prends des risques, donc ça fait des fautes aussi, donc c'est la contrepartie, quoi. Mais voilà pour cette équipe qui est relativement atypique, je pense qu'on peut le dire, donc. Et donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Raptors 2025? Écoute, je vais dire 46,3. C'est l'efficacité au tir sur drive de Scottie Barnes cette année. 46,3 parmi les joueurs à plus de 500 drives sur l'année. Donc ça c'est sur NBA Stats. Je sais pas si toi tu prends tes stats de drive d'autre part. Oui. Ouais.
En termes d'efficacité, donc c'est bas, hein, 46,3. Juste pour référence, on est autour de Dyson Daniels, Jalen Green, Trae Young et Anthony Simmons. Si tu me permets de compléter, vas-y, je t'en là prie. tu parles de layup, enfin l'efficacité sur les layups, quand on fait la productivité globale, quand on ajoute les lancers francs, 1,06 points par tir tenté en fin de drive, et effectivement sur les gros drivers, 45e sur 51. Voilà, merci. C'est la stat qu'il me fallait. Pour moi, ça résume un petit peu la frustration que j'ai avec Scottie Barnes. C'est que, alors, à la limite, le numéro de l'option qu'il est, s'il est la première, la deuxième, en fait, on s'en fout un peu. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec le projet des Raptors, c'est d'avoir Scottie Barnes comme porteur de balle principal, comme mec qui va vraiment créer ton attaque. Même si t'as RJ Barrett autour. Pour moi, le projet des Raptors, c'est pas que ce soit RJ Barrett qui ait beaucoup le ballon à terme. Scottie Barnes, fantastique playmaking, on pourra en reparler après. Je pense que c'était sa grosse force quand il est arrivé de Florida State. Et ça, pour le coup, ça s'est confirmé. Mais cette année, il y a quand même une baisse de la qualité du nombre de drives, une baisse de la qualité de ses drives, une baisse de sa fréquence de tir au panier. Il prend seulement 30% de ses tirs au panier. C'était un petit peu plus élevé les années précédentes. Et surtout, on a une baisse d'efficacité aussi au panier. Il est à 65% cette année au panier, ce qui est pile dans la moyenne, on va dire, des postes 4. Alors que les années précédentes, il était plus autour de 70-71% de réussite, ce qui était, enfin voilà, il y a une baisse en gros. Si on prend les drives, l'efficacité sur drive, l'efficacité au panier ou la fréquence de tir au panier, on a un jeu de Scottie Barnes qui s'est éloigné du panier, qui est un petit peu plus axé sur le mid-range. Et moi, ça me chafouine un peu, parce que j'ai envie de croire au projet Scottie Barnes première option, mais pour moi, il faut quand même qu'il arrive à aller au panier plus souvent et mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Je crois que la stat encore plus parlante ou tout aussi parlante par rapport à ça, c'est que il prend 30% de tir au panier, mais il en prend 35 dans la zone des flotteurs, dans la short mi-distance. Donc ça relève aussi d'un aspect de presque d'incapacité d'aller au panier. Je t'avoue que je suis un peu moins surpris que toi. Moi, je crois que c'était un duel de joueurs mystères que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, un truc comme ça, ou 1 an et demi. Où je trouve que alors pardon, je me répète, du coup, ceux qui écoutent régulièrement le basket là, mais pour moi, penser que Scottie Barnes peut se développer un peu à la Giannis Antetokounmpo, parce qu'il y a le même genre de type de mensuration physique justement, taille et envergure de bras, etc. Pour moi, c'est un peu se tromper, parce que Giannis c'est plus grand quand même, non? Giannis c'est plus grand, mais je veux dire, tu sais, il y a un peu ce côté fric, très long, très longiligne, et j'ai souvent vu la comparaison. Ah ouais. Il se trouve que Giannis est quand même largement plus explosif. Alors peut-être pas élite, peut-être pas 10 sur 10, mais quand même, Giannis est quand même largement explosif, et même le jeune Giannis, je veux dire, là où Scottie Barnes c'est un peu plus pâteau pour le coup, ça a toujours été un peu plus lent. Ouais, mais limite un faux lent, tu sais, parce que t'as quand même des changements de rythme. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il est plutôt lent. Justement, il gagne de par le dribble et de par la nuance et de par le skills, plus que par le côté pur physique, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, je suis pas surpris dans le sens où c'est un peu le Scottie Barnes qu'on connaît, je trouve, depuis le début de carrière. C'est-à-dire, c'est pas tant que ça un driver, justement. D'où ma comparaison, que c'est beaucoup moins un driver que Giannis ne l'était, même jeune, et que c'est plus un mec qui, comme tu dis, aime bien ces petits spots à mi-distance, les longs deux ou plutôt les petits flotteurs. Mais il n'y a pas ce côté agressivité d'élite, aller au panier à volonté, créer ce genre de layup. Donc en un sens, pour moi, je suis pas étonné, et je me demande à quel point il y a pas peut-être un plafond de verre de ce point de vue-là. Et que peut-être s'il peut passer un step supérieur, ça pourrait passer par un pull-up plus efficace, par encore plus de playmaking peut-être, je sais pas, mais tu vois, j'ai du mal à voir autant de potentiel d'élite de drive que ne pourrait peut-être suggérer ces mensurations très longues finalement. Ouais, c'est clair, et je trouve que les outils physiques en fait sont là, mais voilà, l'évolution de son jeu semble aussi aller dans ce sens-là, qui est d'être moins un driver à fort volume, provoquer moins de fautes et puis plus vivre sur le mi-distance, là où voilà, c'est un peu là où il semble s'orienter, ce qui pour moi met vraiment un plafond sur ce que peut être Scottie Barnes. Donc voilà, c'était plutôt pour ça. Ouais. Me dire que dans la construction d'équipe, et d'ailleurs bon, je sais qu'on n'est pas sur un podcast de salary cap et de CBA et machin, ils sont quand même dans une situation assez intéressante où ils ont une équipe de jeunes, mais de jeunes qui sont déjà vraiment payés beaucoup, et ils ont aucune flexibilité à part du trade. Et
Et j'ai un peu l'impression que c'est ce vers quoi on s'oriente du côté de Toronto, en plus avec l'arrivée de Brandon Ingram, dont on ne va pas prononcer le nom aujourd'hui parce qu'il n'a pas joué que l'année dernière, mais ouais, je sais, c'est un peu Voldemort, Brandon Ingram. Quand j'ai préparé le truc, je me suis dit, est-ce que je le prends en compte, est-ce que je le prends pas en compte? Non, mais comme tu dis, il y a des jeunes, certains jeunes très jeunes, type 22-23, quoi, qui viennent de drafter. Mais il y a aussi toute une flopée de Quickley, Barrett, Scottie Barnes qui sont déjà dans le deuxième contrat. Ouais, qui sont en début de deuxième carrière, ouais. Donc, enfin carrière, contrat en tout cas, carrière, je sais pas, mais deuxième contrat. Non, mais tu vois, dans une étape de carrière, ils sont plus sur leur contrat rookie. Et d'ailleurs, ils ont d'autres rookies qui ont 23 ans, donc ils sont déjà dans cette deuxième partie de carrière, même si c'est leur premier contrat. Enfin, on pourra reparler de Jamal Shead si tu veux après, mais bref. Après, il y a aussi un truc où, enfin, c'est un peu les montagnes russes d'efficacité pour Scottie Barnes depuis le début de sa carrière. Il commence au niveau de la moyenne, grosso modo, mais dans un rôle peut-être plus réduit. L'année numéro 2, il est à moins 10% relatif à la moyenne. Tu dis, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Il a eu plus de ballons, il en a pas fait grand chose. Enfin, il a été un peu inefficace. L'année numéro 3, hop, de retour à la moyenne, grosso modo. Et l'année numéro 4, celle-ci, il est de nouveau à moins 9%. Donc c'est un peu, tu vois, c'est ces montagnes russes très régulières pour le coup. Donc l'an prochain, il faut s'attendre à une bonne année. Mais il a que 23 ans, ça j'aime bien. Il n'a pas l'explosivité, mais je pense qu'il peut trouver des moyens de gagner un peu différemment. Je vais faire exprès de caricaturer, mais pour moi, c'est une sorte de DeRozan, mais qui fait 6-10, quoi. Mais dans le sens un peu, c'est pas naturel pour lui de base en début de carrière d'aller à ce point au panier, c'est pas un driver. Mais tu vois, un mec comme DeRozan a largement développé le drive au fur et à mesure des années. Et un mec comme Scottie Barnes n'a pas le premier pas explosif, mais peut-être que avec plus de puissance, apprendre à utiliser la puissance de manière fonctionnelle. Tu vois, il y a un aspect où il est seulement moyen en lancer franc, en provocation de lancer franc sur des tentatives de tir. C'est dommage. Pour un mec qui a pas la vivacité et l'explosivité, tu te dis, tu pourrais gagner comme ça, quoi. Tu pourrais gagner avec un peu à la Luka Doncic, quoi. Alors, j'exagère, mais un peu cette idée, je suis pas plus rapide, mais je peux te rentrer dedans, je vais sur mes spots un peu de manière implacable, et même si je suis pas rapide, j'y vais lentement, mais j'y vais, tout en puissance. Un peu à la RJ Barrett, si on devait faire une comparaison. on va en parler. non, mais voilà, il y a un peu montagne russe. C'est pas que je suis, comment dire, c'est pas que je crois plus à la première option d'équipe parce que j'y croyais pas vraiment de base. Je pense quand même qu'on peut avoir à terme une version très satisfaisante. Mais en effet, je ne crois pas que ce soit son destin d'être un volume numéro 1, on va dire, de scoring. Je pense que par ailleurs, il y a de très très bonnes qualités. Tu vois, notamment, tu compares avec le jeune Giannis ou avec un fric physique comme ça, ou un mec, je sais pas moi, un mec de ce profil-là, plutôt typé driver. Scottie Barnes a du passing de très bon niveau, du à la place. Il a aussi déjà un pull-up à 2 points qui est de bonne qualité, 40% encore cette année. Pour des longs 2 points, c'est des très très bons, enfin c'est des bons standards. 45% sur les flotteurs. Donc oui, le problème c'est que c'est en soi un tir moins rentable des standards moins rentables, mais il les met par rapport à la moyenne de ces tirs-là. 45%, c'est très bien. Ouais. Mais la question du scoring se pose en effet. C'est ça. Je pense qu'idéalement, je préférais avoir à terme un effectif des Raptors où je dis n'importe quoi, mais un type Kawhi Leonard, un type Tatum, tu vois, un mec comme ça pour le gros scoring. Et à côté, t'as un peu Scottie Barnes qui a son volume de scoring, mais qui est aussi un peu plus dépositaire du jeu. Je pense que ce serait peut-être plus ça la manière d'aborder la question, quoi. Pour le coup, vu. Non, mais et du coup, ton Jason Tatum, Kawhi Leonard, est-ce que ce serait pas Brandon Ingram? Allez, c'est bon. Je ne pense pas. Non, par contre, ce que je veux dire quand même, il est à 28% à 3 points cette année. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il est aussi inefficace. Il met 28% de ses 3 points. C'est assez faible pour le coup. Et on peut se dire oui, alors c'est une mauvaise année. Sauf que c'est pas vraiment une mauvaise année. C'est une mauvaise année relative à la moyenne NBA, mais c'est un peu ses standards en carrière, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une saison à 34 l'an passé, ce qui l'avait aidé à remonter un peu l'efficacité globale, mais 31 la première année, 29 la deuxième année, 28 la quatrième, et donc ce qui nous fait, si je vais un peu essayer de regarder vite fait, idéalement, plutôt que prendre une saison, prenons l'échantillon complet. On est 993 tentatives à 3 points en carrière. Au niveau des 800, on est satisfait pour dire, ok, on sait le niveau à partir de 800. Donc là, on est à 900, quasiment 1000, 30%. Je pense qu'on peut peut-être un peu plus facilement entériner que pour l'instant, c'est un non-shooter en termes de au moins catch and shoot, etc. Au moins sur du court ou moyen terme, je pense. Il peut peut-être faire une Jason Kidd ou comme d'autres, avoir le 3 points qui arrive petit à petit. Mais c'est aussi l'intérêt de lui donner la balle entre les mains. C'est que t'évites un peu l'aspect de je suis dans le spacing et j'handicape le spacing. Donc je comprends aussi l'idée de dire on va lui donner plein de ballons, un gros usage, etc., quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'il faisait d'ailleurs avec
en fait, c'est marrant parce que RJ Barrett et Scottie Barnes, mine de rien, ont les mêmes faiblesses. Alors, ils ont pas les mêmes forces. Scottie Barnes a des forces que RJ Barrett n'a pas. Mais on parlait un peu avant de ce qui fonctionnait bien en attaque. On n'est pas forcément trop rentré dans le détail parce qu'il suffit de regarder les matchs. Mais globalement, le fait d'impliquer à chaque fois en tant que porteur de balle RJ Barrett et Scottie Barnes sur des pick and roll, bah forcément, c'est ce que tu disais. Comme t'as un non-shooter qui a le ballon, c'est un mec qui est, enfin, c'est un mec qui est mauvais hors ballon, qui est pas hors ballon. Donc, tu les mets quand même dans les meilleures positions. Et on a même vu, et je trouve que ça fonctionnait très très bien, et il le faisait souvent en sortie de temps mort, en tout cas sur les matchs que j'ai vus, ce qui prouve qu'ils savent que ça fonctionne bien. C'est RJ Barrett en porteur de balle et Scottie Barnes en poseur d'écran, puisque là du coup tu peux avoir un spacing on va dire optimal, surtout si t'as Chris Boucher sur le terrain en poste 5, donc t'as 3 shooters autour de ce pick and roll là, et mine de rien Scottie Barnes est plutôt bon quand il s'agit de rouler au panier, et RJ Barrett est en train de devenir vraiment un bon navigateur de pick and roll et un bon passeur sur ces situations là, donc t'as un petit peu ces possibilités là en attaque qui te permettent de masquer le fait que c'est tous les deux pas des très bons shooters ou même des shooters négatifs. Tu vois, si à terme on a un mec qui, on va dire 34-35% à 3 points, catch and shoot, un tout petit volume, qui en termes de drive n'est pas 45 sur 50, mais qui au niveau de la moyenne, qui, allez, on va aller à 40-45% sur les longs 2, donc très cool comme un peu actuellement, flotteur très cool, mais qui pouvait un peu booster un tout petit peu plus les lancers francs. Voilà, ce sera pas un mec à 30 points par match comme on voit certains aujourd'hui, mais ce sera très cool en scoring quand tu considères qu'il y a l'apport de passing également, quoi. Ouais, et puis la défense qui est sympa, la défense hors ballon qui est vraiment vraiment cool, quoi. Et c'était un peu mes stats sur lui, moi c'était 6 et 3. Ces deux filtrages, donc le 3 c'est parce qu'il y a que 3 joueurs NBA qui correspondent aux critères de plus de 1500 minutes, donc beaucoup de minutes, beaucoup de temps de jeu cette saison, un vrai temps de jeu on va dire, plus de 28% d'usage et moins de 1,10 points par tir, donc de l'efficacité, plus d'un certain volume et moins d'une certaine efficacité. Il y a que 3 joueurs qui répondent à ces critères, et un 2 de Toronto, il y a RJ Barrett et Scottie Barnes malheureusement, et si tu descends le critère de 1,10 à 1,5, 1,05, il n'y a plus que Scottie Barnes. C'est le seul joueur NBA qui est à ce point inefficace pour un tel volume, pour un gros temps de jeu. Donc ça, c'est ce qui est pas bien, c'est le scoring. Parce que du reste, en plus, tu vois, il fait un peu la même saison qu'avant, il fait exactement pareil, même quasiment. Alors, ratio de playmaking, 0,98, cette année, 0,98. Bon, ça, c'est ratio de playmaking, c'est juste à quel point tu fais des passes, versus scorer. Voilà, c'est juste ça. Donc, grosso modo, même équilibrage qu'avant, le turnover percentage, 12,9, 12,7, tu vois, c'est quasiment du décimal près, quoi. Assist potentiel, j'ai pris ça comme indicateur de la passe, 10,7 assists potentiels l'an passé, 11,2 cette année, c'est pareil. Et en fait, c'est juste le scoring, mais en même temps, ça a été aussi un peu la première saison où il a été un peu plus passé au révélateur du volume et de l'usage, et ça a été pas top. Mais pour finir quand même avec une note plus positive sur Scottie Barnes, qui, on le rappelle, n'a que 23 ans. J'avais dit 6 et 3. 6, c'est un autre filtrage, c'est le nombre de joueurs qui correspondent à 1500 minutes, bon ok, critère de minutes, plus de 1,5% de block percentage et plus de 1,8% de steal percentage, et il rentre là-dedans. Il est parmi ces excellentissimes playmakers défensifs qui répondent à ces critères, plus de 1,5 de block et plus de 1,8% de steal percentage, en percentage, pas en brut. C'est Amen Thompson, Draymond Green, Keon Ellis, SGA, Jaden McDaniels et Scottie Barnes. Et c'est vrai que dans la valeur du joueur, faut aussi pas l'oublier, parce qu'il y a un mec qui est pas efficace, mais il y a un passeur, il y a un défenseur qui est extrêmement polyvalent et extrêmement impactant, même off-ball, je trouve. Donc pour moi, ça vient sauver la valeur, comme tu sais, parfois certains scoreurs inefficaces n'ont pas ça. Lui, il a quand même ça. Il l'a depuis le début parce qu'il s'est fait aussi sa place à Toronto, un Toronto, tu sais, compétitif. Siakam, Van Vliet, qui fait les playoffs grâce à la défense. Et je pense que c'est quand même un atout que n'ont pas tous les mecs un peu scoreurs pas intéressants, quoi. Ouais, non, c'est clair. Autant défensivement sur l'homme, je trouve parfois il a été testé. En tout cas, moi, j'ai regardé un match contre les Clippers où il a été testé vraiment alors un peu sur James Harden, un peu sur Kawhi Leonard, et la navigation d'écran, c'est pas forcément son point fort. Par contre, oui, hors ballon, un petit peu en rôle de créateur de chaos, et là où il peut utiliser à la fois sa bonne vision du jeu et sa longueur, c'est vraiment super intéressant. Et c'est aussi un des indicateurs pourquoi Toronto a une bonne défense cette année. Ouais. L'autre, on est passé sur la défense, mais juste un autre indicateur sur l'attaque. C'est aussi,
je pense là pour le coup, j'ai pas pris le temps de regarder les stats with for without, avec ou sans, mais en tout cas l'impression visuelle que j'ai, c'est que Immanuel Quickley, globalement, quand il est sur le terrain, aide un petit peu Scottie Barnes parce qu'il rajoute un petit peu de spacing et il rajoute un petit peu juste de dynamisme à cette attaque-là. Immanuel Quickley, on l'a pas encore dit, mais il a joué 33 matchs l'année dernière. Donc, ouais, c'était une de mes stats, ouais, effectivement. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi où tu perds un petit peu, on va dire un créateur classique avec Quickley, et du coup t'es obligé d'en faire un petit peu plus ou d'avoir des possessions un petit peu moins bien amenées pour Scottie Barnes. C'est clair que si tu avais un Jalen Brunson, si tu avais ce type-là de calibre, Mitchell par exemple, Donovan Mitchell, peut-être qu'on pourrait encore plus exploiter son jeu off-ball et donc on aurait des résultats plus satisfaisants comme tu dis et tout quoi. Donc en effet. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Raptors 2025 ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ? Barrett, on n'a pas parlé de Barrett encore, tu m'en parlais. On a parlé un petit peu de RJ Barrett, de son efficacité à 95 de true shooting plus, ce qui est pas top. De quoi on peut parler avec RJ Barrett? Non, tu peux parler d'autre chose, hein. Tu peux parler d'autre chose si tu veux. Non, mais parlons un petit peu d'RJ Barrett. Écoute, parlons de son playmaking. Assist percentage 25,7%. C'est dans le 94e pourcentile de la ligue. Alors, il est considéré comme un forward sur Cleaning the Glass, qui à mon avis le bump un petit peu dans son pourcentile. Parce que c'est ça, hein, c'est par position. Moi, je te parle plus, hein. T'as parlé d'assist percentage, je te parle plus, moi. Tu veux parler d'assist par usage, c'est ça? Non, mais après, je suis pas fan du assist percentage parce que c'est un peu l'assist percentage, c'est une part du gâteau, grosso modo. Oui, non. Donc en fait, plus tu gardes la balle entre les mains, plus tu le monopolises, plus t'as de chances d'augmenter ton assist percentage, parce que si les autres touchent pas la balle, ils peuvent pas faire des passes, quoi. Je l'exagère un peu, mais non, mais ce que tu dis, c'est que il a aussi un bon score parce qu'il est classé forward, plutôt avec les ailiers, on va dire, alors que en comparaison des combos et des points, il fait moins de passes qu'un vrai arrière. Ouais, mais non, saison d'RJ Barrett, on est de retour dans le royaume de l'inefficacité. Surprise, le 3 points n'est toujours pas là en fait. On est dans RJ Barrett qui a des surchauffes à 3 points d'une saison à l'autre. L'année dernière, sur les 32 matchs qu'il fait aux Raptors, il est à 39%. Donc ça y est, on se dit ça y est, on a notre RJ Barrett super efficace. Qui met des 3 points, du coup forcément les défenses sortent plus sur lui, donc il a des angles de drive, donc il va provoquer des fautes, et quand il provoque pas de fautes, il a quand même des qualités de playmaking qui créent des décalages. Cette année le 3 points est un peu redescendu, on est de nouveau à 35%, mais on a quand même ce côté créateur de décalage par le drive, et ensuite du passing qui est fonctionnel. Alors c'est pas de la manipulation de très haut niveau, mais il y a quand même ce côté un petit peu je vais driver à gauche, je vais aller à mon spot, je suis capable de provoquer des fautes comme ça, et je suis capable de créer des décalages et de faire des passes simples. Donc j'ai un peu du mal à être super sévère avec lui, dans le sens où dans cette équipe des Warriors, dans cette équipe des Raptors, c'est peut-être un petit peu par défaut qu'on avait besoin de ça, mais ça me pose quand même la question de qu'est-ce que va devenir RJ Barrett dans cette équipe une fois qu'on va rajouter Brandon Ingram. On n'a pas besoin de faire de la prospection, mais genre juste à quel point c'est la belle saison statistique d'RJ Barrett, en tout cas en termes de playmaking, à quel point c'est viable dans une équipe qui veut avoir une bonne attaque. Bon, je te charrie un peu sur l'assist percentage, mais disons que moi, le remède à l'assist percentage, aux faiblesses de l'assist percentage, c'est de le diviser par l'usage, et comme ça règle tout. Et donc assist percentage par usage percentage, à quel point tu fais des passes relatives à ton nombre de ballons. Là, je te rejoins que c'est une saison où il a jamais fait autant de passes. Son jeu n'a jamais été autant équilibré, on va dire, entre assist et scoring. Il visait des scores à l'époque, en carrière, 0,4, 0,5, qui c'est très très faible pour le coup, très orienté scoring. Le ratio est monté à 0,9 quasiment cette saison, c'est largement son plus haut en carrière, donc je te rejoins là-dessus. Tout de même,
Je pense qu'il a toujours eu du bon passing, même à l'époque de Duke. Hein, je me souviens que Duke, c'est un peu le joueur, comment dire, des deux extrêmes, quoi. Duke, c'était, oui, regardez, je fais des bonnes passes, mais en fait, regardez cette action-là. Comme il y a Zion Williamson à côté de moi sur le terrain, j'ai pas envie d'être éclipsé. Non, regardez à quel point je fais pas la passe alors qu'il y a 4 mecs ouverts. C'était un peu bizarre, mais non, je parle de ça parce que les bonnes actions, il a toujours su les faire. Mais j'en ai vu beaucoup. Oui, non, mais je veux dire, fondamentalement, depuis 2019, moi je trouve qu'il a les qualités, qu'il peut faire des bonnes lectures, un peu cérébrales, etc. C'est juste il me semble, qu'il y a une espèce d'égoïsme un peu latent parfois qui peut prendre le dessus. Ça dépend des cas, mais là j'ai trouvé que je te rejoins sur le côté bon playmaking et plus fréquent peut-être. Cela dit, à quel point tu penses que c'est lui ou aussi le fait d'évoluer dans un système qui, comme on l'a décrit, a beaucoup de mouvements, a beaucoup de passes, est fait pour respirer avec des cuts, etc. Donc après, il faut lui donner du crédit d'être bon dans ce système, mais tu vois, il y a peut-être un peu un effet système en partie, je pense, non ? En termes de volume, c'est sûr. En termes de volume, mais voilà, mais je pense que le talent, il l'a depuis très longtemps. Au Knicks, on l'a beaucoup vu, mais du coup par séquence. Et c'est vrai que le mettre dans un système où pour le coup vraiment et son usage percentage est la preuve de ça. C'est qu'en termes de création, on lui demande autant, juste en termes de finition d'action, en termes de usage percentage, on lui donne autant de responsabilités offensives que Scottie Barnes. Donc voilà. Donc c'est sûr que le volume a augmenté. Et dans ce système-là qui fonctionne plutôt bien, notamment avec Jakob Poeltl en partenaire de pick and roll, et bah oui, parce que RJ Barrett fonctionne bien dans ce système-là, mais je me pose quand même la question de, voilà, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est vraiment quelque chose enfin, si tu veux avoir une attaque efficace, est-ce que tu donnes autant de ballons à RJ Barrett? Je pense pas. Ce que je veux dire sur le côté système, c'est que dans ce système de jeu offensif, il y a sans doute parfois des lectures et des passes un peu plus simples qui vont se présenter. Tout de même, il faut quand même lui donner le crédit de les faire, c'est pas parce qu'il y en a qui le feraient pas. Donc je pense que c'est quand même un truc assez notable. Pour le dire plus simplement, voilà, j'ai trouvé une autre stat, si vous voulez, stat plus parlante peut-être. En 2023, donc avant qu'il se fasse trader et tout, il y a 2 ans, il est à 5 assists potentiels par match. Il a quasiment doublé, il est à 9 aujourd'hui. Donc voilà, pour dire un peu cette évolution qui est quand même notable en termes de volume au moins. Cela dit, du reste, je te rejoins sur l'inefficacité et en fait, je pense qu'on peut juste dire, c'est peut-être l'occasion parfaite de le lire, le carrosse est redevenu citrouille, peut-être, osons l'expression. Non, mais parce que tu sais, il y avait cette deuxième partie d'année assez convaincante à Toronto. Formidable, bien sûr. Ouais, mais on se disait, bon, peut-être faudra voir l'an prochain. Attendons de voir avant de s'emballer de suite. Est-ce que c'est juste un petit échantillon? Est-ce que c'est durable? Quelle que soit l'issue. On est un an après. Et ce qu'on remarque, c'est que, tu vois, moi, le chiffre que j'avais, c'était 57. C'était le pourcentage de paniers assistés de RJ Barrett, 57%. Et l'an passé, en réalité, sur la partie Toronto, moi, c'est ce que j'avais beaucoup plu, c'est qu'il était assisté à 68%. Donc, beaucoup plus assisté, beaucoup plus de tirs faciles et créés par autrui l'an passé. Et ce qui était aussi à la base de sa meilleure saison, il faisait beaucoup plus d'efficacité au panier, 72% au panier, mais parce qu'il était aussi plus assisté. Donc des cuts, c'est plus facile que des drives, évidemment. Et puis de l'autre côté, je crois que tu l'as dit, 39% à 3 points l'an passé, c'est revenu à 31. À 35. Et donc en fait, grosso modo, on a cette année 57% assisté, l'an passé 68, mais avant ça, au Knicks, c'était pareil dans les 50, 55, 54, 52. Voilà. Et puis efficacité au panier, c'est revenu à l'an passé, efficacité à 3 points, c'est revenu comme avant la période Toronto. Donc, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là que je dis, ça ressemble un peu à le carrosse est redevenu citrouille, et la deuxième partie de saison très très encourageante finalement n'a été un peu que ça, et qu'on retrouve un peu un niveau normal, j'ai envie de dire, de Barrett qui, comme tu l'as bien dit, n'est pas hyper efficace. C'est quoi? C'est moins 5% relatif à la moyenne, et donc toujours le même problème de quelqu'un qui va mobiliser autant de ballons et de tenter autant de tirs, si le rendement n'est pas intéressant et si on est moins efficace que la moyenne, est-ce vraiment si intéressant de continuer à lui donner pas mal de ces ballons pour qu'il tente encore et encore sa chance en fait? Ouais, je pense qu'on a la même réponse à la question, et c'est là que Voldemort, Brandon Ingram arrive et met tout le monde d'accord. Barrett, juste pour dire, toujours le côté échantillon global intéressant, 1800 tentatives à 3 points, déjà, c'est beaucoup, il joue beaucoup, il joue souvent, il est pas beaucoup blessé, Barrett. 1800 tentatives à 3 points, 34%.
Je pense qu'on est à peu près là-dessus. On est juste sur un shooter qui est moyen, peut-être un peu en dessous, mais c'est peut-être ça son vrai niveau, quoi. Et donc le 39% de l'an passé, effectivement, était une surchauffe de petit échantillon. Mais je suis un peu déçu, tu vois, du panier. Autant le 3 points, bon, je m'attendais à ce que ça redescende. Autant le panier, j'avais été assez charmé par cet aspect de cut, de beaucoup plus off-ball, de poseur d'écran même, assez fréquent sur la fin de saison dernière, d'efficacité au panier, du coup, en conséquence. Là, je suis peut-être un peu déçu de pas avoir retrouvé complètement ça, au final. Mais bon, c'est du RJ Barrett d'habitude, finalement. Donc voilà. Ouais. Eh bien, moi, ma troisième stat du jour, bah tiens, restons sur les anciens Knicks. 33, c'est le nombre de matchs de Quickley, et ce qui est un peu une frustration pour moi. Un peu une frustration, et je pense que tu partages un peu ça, ouais, effectivement, parce que c'est un joueur qu'on aime bien, que j'aime beaucoup, et qu'en fait c'est frustrant de le voir jouer à peine 33 matchs. Alors je crois qu'il a été blessé, c'est pas une grosse blessure, hein, je crois pas, c'est plein de petites blessures à droite à gauche, si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, ça fait un échantillon qui est très petit, alors que je pensais qu'on le verrait enfin pour une vraie saison, parce que tu sais, il était 2023, la grande saison, explosion aux Knicks, ok, 2300 minutes aux Knicks, les playoffs, sortie de banc, c'est un des meilleurs sixièmes de NBA, ok. L'année d'après, c'est l'année où, l'an passé, où il fait une moitié aux Knicks, mais comme Quentin Grimes, il a moins de responsabilités, voilà, on sait qu'on va les changer, donc voilà. Et deuxième moitié à Toronto, où il joue mais un rôle un peu bizarre, enfin bref, et puis c'est qu'une petite partie de saison. Donc je m'étais dit, ça y est, enfin 2025, voilà, Quickley, une saison complète de Emmanuel Quickley à Toronto. Et on l'a pas eu, et c'est frustrant parce que au-delà du volume et du nombre de matchs qui est petit, ce qu'il en fait, c'est quand même de qualité, quoi. En termes d'efficacité, plus passing, plus propreté au niveau des pertes de balles aussi, je trouve que c'est très cool. Bon, pour une fois, je vais pas faire un filtrage avec 1500 minutes parce qu'il les a pas. J'ai fait un filtrage à 900 minutes. Mais quelqu'un qui, à 900 minutes, a 1,14 points par tir au moins, comme lui, et moins de 10% de turnover, il y a que des gros noms, il y a que des beaux noms. Il y a 8 beaux noms de type HDA, Anthony Davis, Kyrie, Jalen Williams, Kawhi Leonard, etc. Donc il y a un aspect assez relativement efficace et beaucoup de passes aussi, et très peu de déchets en termes de perte de balles, qui me plaît pas mal, même si, il y a aussi, les passes, c'est pas que des passes de type Luka Doncic, de lecture extrêmement avancée. Il est aussi responsabilisé beaucoup en meneur pass first. J'exagère un peu, mais il y a aussi un côté, plus de passes faciles parce qu'il remonte la balle et qu'il fait les passes. Mais tout de même, quoi, je trouve que ça continue d'être un cocktail de efficacité, passing, propreté que j'aimerais voir sur 82, quoi, pas sur 33. Non, c'est clair, il a un peu ce profil d'initiateur, on va pas dire organisateur, parce que ça sert plus à rien un organisateur maintenant, mais ce truc-là, voilà, de premier mec qui fait tourner le premier rouage de l'attaque, et non, il y a vraiment de la valeur là-dessus, et puis voilà, la propreté, que ce soit l'efficacité au tir, même le profil de tir en fait est assez sympa. C'est quelqu'un qui tire beaucoup à 3 points, tu vois, 46% de ses tirs sont à 3 points. Il a toujours ce truc de flotteur, mais tu vois, 30% de ses tirs sont dans la short mi-distance, dans la zone du short mi-distance. C'est un peu son obsession depuis les Knicks, et autant au Knicks il a fait un début de saison il était autour des 50%, il est descendu à 40. Bon, on est sur 33 matchs, donc l'échantillon est petit, mais voilà, s'il retrouve cette arme du flotteur et le 3 points qui est toujours efficace, t'as un scoreur très propre, peu de balles perdues, une défense au point d'attaque qui est escalée parce qu'il a quand même des limitations physiques, mais mine de rien, c'est pas non plus négatif par rapport au rôle. Voilà, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va avoir énormément d'impact défensif, mais non, Emmanuel Quickley, c'est un profil qu'on adore tous les deux, je crois. Il faut quand même qu'on le mette en rapport avec son contrat. Rappelons-nous qu'Emmanuel Quickley, c'est quelqu'un qui va toucher 32 millions par an sur les 4 prochaines années, 5 prochaines années même. Donc entre guillemets, c'est normal qu'on attende beaucoup de sa part. Le sel de son jeu, pour moi, c'est le dynamisme, en fait. C'est un espèce de créateur de chaos. Ouais. Plus ça que créateur principal d'une attaque à la Trae Young, ce genre de truc. Je pense pas qu'il y ait ce volume-là. Je pense que c'est un espèce de faux follet génial, quoi. Ouais, c'est un dynamiteur. Et c'est pour ça qu'à New York, il était formidable en sortie de banc, parce que t'avais un peu besoin de ça quand Bronson était plus sur le terrain. Mais tu vois, je trouve que du coup, on va dire la responsabilisation en meneur titulaire, alors que t'as déjà 2 créateurs à côté,
on aurait pu penser qu'il allait garder ce côté un peu fou follet. Non, il a réussi à un peu se calmer et à gagner à garder de l'efficacité, on va dire, même s'il était déjà efficace quand il était fou follet. Ouais, mais tu vois, il sort du banc au Knicks en 2023, mais il sort du banc à 28 minutes par match, et c'est le 3e créateur de l'équipe. Oui, non, mais clairement. Bon, alors il y avait Barrett, mais Barrett était pas intéressant, mais après Randle et Brunson, le mec qui crée de l'attaque, le 3e moteur de l'attaque, intéressant, c'était Quickley. Donc, je parlais de dégainer la carte Ginobili, mais je veux dire, je pense que en tant que jeune, à l'époque, 23 ans, quasiment 3e moteur de cette attaque des Knicks, via un peu ce côté dynamique, feu follet, c'était intéressant. Moi, j'imaginais peut-être pas un côté All-NBA à la fin, gros volume de créateur, mais peut-être un peu plus à terme. Et je pense que j'abandonne toujours pas l'idée, pour le coup. Mais c'est un mec qui, voilà, ce dynamisme en sortie de dribble, le drive il a des limitations un peu de puissance, de finition au panier. Voilà, il est pas hyper costaud non plus, mais il y a ce flotteur qui peut être pas mal du tout avec son toucher de balle. Il y a le 3 points aussi, qui est encore à 38% cette année. C'est plutôt un bon shooter, même un très bon shooter. Et j'avoue que moi qui, en sortie de la saison 2023, disais, vous savez, Tyrese Maxey, c'est très sympa. Quickley, c'est pas beaucoup moins bien, pour le coup. Bon, pour l'instant, j'ai un peu l'air con, parce qu'en effet, Maxey, il a eu 2 ans de plein pouvoir, de beaucoup de ballons aux Sixers, et donc il fait des stats bruts. Là où Quickley, plus compliqué. Il se fait un peu couper l'herbe sous le pied à New York, et puis maintenant, Toronto, il a fait que 33 matchs. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce côté dynamique qu'il peut apporter dans le jeu. Plus l'aspect de responsabilisation, comme on voit actuellement, remonte la balle, et t'as un peu la main mise sur le jeu, alors, non pas le vampiriser, mais un peu le responsabiliser, quoi. Sur ce côté passing, ça, j'aime bien, même plutôt très bien. L'aspect aussi, tu vois, sur le drive, il fait pas une grande année, hein. Il fait pas une grande année du tout sur le drive. Au niveau des flotteurs, à peine 40%, c'est pas mal, hein, mais à peine 40%, alors qu'il pourrait faire mieux. Il est quand même au niveau du drive global, donc productivité, layup au panier, layup, flotteur en fin de drive et lancer franc. Il est 29 sur 51, 29e efficacité sur 51 à gros volume. Voilà, c'est la moyenne, quoi. Et au passage, Maxey est 37e. Voilà, non, mais moi j'aime bien lier les deux un peu toujours parce qu'ils ont quand même des profils assez similaires. Ouais, clairement. Mais tu vois, c'est pas si mal que ça. Il fait pas une très grande année. Il est quand même dans la moyenne au niveau du driving game, pardon. Du driving. Et puis, j'arrive plus à parler. Et en plus, on a aussi le fait que sur drive, c'est le 3e meilleur joueur de NBA. En tout cas, le 3e qui en fait le plus des passes sur drive. Donc, je trouve qu'on exploite, et tu vois un peu ses assists, et pas que les assists, mais tu vois qu'il y a cet aspect où, en fait, il fait des drives pour aussi passer. Je crois que les seuls qui font plus de passes en fin de drive, plutôt que prendre le tir, je veux dire, pour des kick-out, c'est Haliburton et Jimmy Butler. Haliburton parce que c'est sa nature, et Butler parce qu'il a la flemme de prendre des tirs, mais je trouve qu'on a beaucoup plus cet aspect à Toronto d'essayer de s'orienter vers le passing. Là où il était, on parlait du fameux ratio de playmaking, ton jeu, est-ce qu'il penche plutôt scoring ou passing? À New York, il était assez équilibré. Là, on s'approche vers un curseur qui se déplace vers le côté meneur pass first parfois. Et ce dynamisme, ce chaos qu'il peut créer sur drive, si à la fin il peut aussi, pas que scorer, mais ressortir pour des bons tirs à 3 points, des kick-out ou des tirs sous le panier, c'est très cool aussi, quoi. Et donc ça fait partie aussi des bons trucs que j'aime bien chez lui, quoi. Et non, ce que je voulais dire, c'est en plus Maxey et Quickley se sont pas croisés en NCAA, mais ils sortent tous les deux de Kentucky, ce qui rend la comparaison encore plus évidente. 2 talents gâchés en NCAA par Calipari, quoi. 2 de plus. Tu sais que Calipari n'est plus à Kentucky, hein, au passage. Je sais bien. Oui. Je me demande pas où il est, mais je sais qu'il y est plus. Il est à Arkansas. Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais Quickley, c'est l'année d'avant, mais je crois je sais plus quelle génération c'est à Kentucky, mais je crois qu'il passe 2 ans, non, Quickley à Kentucky, ou je me trompe peut-être. Je ne sais plus, mais ouais. Il y en a qui a 25 ans, l'autre qui a 24. Ouais. Maxey a que 24 ans, en effet. Non, en fait, les deux jouent ensemble, désolé. Quickley et Maxey jouent ensemble. C'est bien ce qui me semblait, il est resté 2 ans, Quickley. Ouais, ils jouent ensemble. Il y a Johnny Juzang aussi dans cette équipe. Et donc je peux te lancer qu'il est à 4e stade du jour pour ces Toronto Raptors. 46%. 46%, c'est la fréquence. RJ Barrett. Non, on parle plus FD, il est venu avec que des stats sur RJ Barrett. C'est la proportion de tir à 3 points dans le régime de tir de Grady Dick.
Ah oui, 46%. Alors Grady Dick, du coup, c'était un petit peu la 5e roue du carrosse dans le starting five. Et je sais pas trop en quoi en faire de Grady Dick, je t'avoue, parce que défensivement, ça me paraît quand même assez négatif. J'ai l'impression qu'il y a du mieux un petit peu dans son utilisation offensive. Ils le font prendre un petit peu plus de responsabilité, balle en main, etc. Mais en fait, je me demande, est-ce que cette équipe a besoin de ça? Et pourquoi je parle de 46%? C'est parce que, entre guillemets, pourquoi seulement 46% des tirs de Grady Dick sont des tirs à 3 points? Alors que tu vois, sur catch and shoot, l'année dernière, en saison rookie, il était à 39%. Cette année, il est à 38% de réussite sur catch and shoot, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt bien. Même si l'efficacité à 3 points cette année est retombée à 35%, était à 38% en année rookie. C'est quoi le projet Grady Dick? Est-ce qu'il y a cette volonté d'en faire plus qu'un bon spot-up shooter? Et est-ce qu'il en a les capacités? Alors attention, il a même pas encore 22 ans, donc on n'a pas un produit fini non plus. Mais je me dis, dans l'avancement de l'équipe qui m'a l'air assez fini, quel est le rôle de Grady Dick et pourquoi pas plus de 3 points? C'est rigolo que tu vois ça de cette manière, avec cette connotation plus négative, parce que je trouve que c'est l'intérêt du joueur, et c'est pour ça qu'il a été drafté très tôt. Top 10, je crois. De la diversité, mais moi Bah ouais, et top 10 et pas 30e ou pas non drafté à la Sam Hauser, c'est qu'il peut faire plus que simplement le catch and shoot ou l'ultra spécialiste. Donc dans l'idée, moi j'avoue que ça me dérange pas plus que ça que il soit que à 46% à 3 points et qu'il tente un peu de faire plus. Le problème c'est peut-être le résultat qui pour l'instant n'est pas là. Oui, pour l'instant. Oui, mais tu vois dans le profil, enfin moi j'aurais pas drafté top 10 Sam Hauser quoi, et que j'aime bien, mais juste un shooter, bon tu le développes non drafté, c'est moins cher sur le marché, donc tu peux l'avoir ailleurs quoi. Donc le fait top 10, ça partait aussi de ses qualités qui étaient censées un peu de création, mais alors je peux en parler aussi. Moi j'avais une stat sur lui, c'est 1,09. 1,09 c'est sur drive, son efficacité sur drive, les points par tir sur drive. Et c'est pas bon. Et en fait, pour moi, c'est un peu une saison ratée pour lui. Alors ratée dans le résultat, dans le process, on pourrait dire, il fait partie de ces mecs qui apportent ce mouvement, cette menace, un shooter en sortie d'écran, etc., etc. Plus le côté grande taille aussi. Hein. Ça, on l'a pas dit, mais c'est un shooter de grande taille. Ça aide à se faire drafter très tôt parce que le même mec qui fait, les mêmes qualités pour un mec de 6'2", t'es pas drafté du tout, presque. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une saison un peu ratée. En dehors du côté, ce qu'il peut apporter tactiquement dans le jeu, c'est que dans le résultat, en fait, ça reste un finisseur pur, tu vois. On est à 86% de panier assisté. L'an passé, c'était 90, mais on est encore à 86%. Donc, dans les faits, on est quand même sur plutôt un finisseur qui n'a pas de passing, et ça, on le savait. Mais le problème du finisseur, c'est qu'il doit finir, et que quand il met pas ses paniers, c'est problématique. 35% à 3 points, 53% au panier, c'est assez famélique. Et encore, là, je parle des tirs au panier, mais comme je te dis, 1,09 sur drive, pardon, non, c'est pas sur drive d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je sais pas quelle est cette stat d'ailleurs. Je sais pas. Non, sur drive, c'est 0,98. 0,98 sur drive. Donc, être en dessous de la barre symbolique des 1 point par tir sur drive, c'est pas bon. Et pour te dire, sur les drivers qui a plus de 4 par match, 144 sur 169. Donc, tout en bas de l'échelle. Donc, l'aspect finisseur, c'est bien, mais il faut qu'il finisse, quoi. Littéralement. C'est un peu Toronto, hein. Non, mais tu vois, moi, dans le truc, c'est ok. Alors, il y a le potentiel, c'est pour ça que je dis, il a pas 22 ans. Ne jugeons pas le côté fini. Mais moi, pour faire la comparaison avec Sam Hauser, alors attention, ça va être un peu provoque. Mais en fait, j'ai l'impression que, en fait, Grady Dick aujourd'hui, c'est Sam Hauser à qui on demande de dribbler, quoi. Mais parce que. Ça veut dire qu'il peut dribbler. Ouais, oui, mais qui finit mal. Je parle des prospects, hein. Je parle pas de maintenant en NBA, mais je parle de pourquoi est-ce qu'il était aussi intéressant. C'est pas que le shoot off screen, c'était shoot off screen avec taille et dribble. Mais oui, je te rejoins que pour l'instant, c'est pas encore totalement là. Après, il a 21 ans. Donc j'avoue, je m'inquiète pas encore. Je dois dire, mais la saison est ratée. Et pardon, le 1,09, c'est pas sur drive, c'est au général, justement. 1,09. Ce qui est pas top quand t'es un profil finisseur d'être en dessous, même largement en dessous de la moyenne. Donc on le rajoute à ta liste des joueurs de Toronto qui sont en dessous de la moyenne NBA en termes de scoring. C'est un peu le thème de cette équipe cette saison. Ouais, surtout que le 3 points en première année était là, quoi. Tu vois, il est à 38% de réussite avec un magnifique. Alors j'ai pas le total. Ouais, non, on est sur moins de 100 tirs, donc je vais pas dire la stat, mais dans le corner c'était plutôt bien.
Mais voilà, c'était un peu ce côté, bah tu vois, l'année sophomore qui peut être un peu l'année soit de la confirmation, soit de l'explosion. Bah on l'a pas trop eu du côté de Grady Dick, et un petit peu de regret par rapport à ça. Très bien pour Grady Dick. Et donc moi, ma quatrième, où est-ce que je vais aller ? Je vais aller sur 40. Ça va être assez rapide pour le coup, 40. C'est le pourcentage à 3 points de Ochai Agbaji. Ah. C'est notable parce qu'en fait, c'est, j'ai envie de dire, enfin. Voilà, c'est pas très complexe, je vais pas passer beaucoup de temps à en parler. C'est juste Ochai Agbaji, pour rappel, c'est le mec qui est drafté au premier tour par les Cavs en 2022, je pense, puisque c'est le trade 2022, de Mitchell. 14e. Et en fait, il joue jamais côté Cleveland, et drafté 14e. Il se fait drafter un peu plus vieux aussi, donc il y a moins de talent pur, mais l'idée c'était que les Cavs à l'époque... 4 saisons à Kansas, et puis il est champion la dernière année. C'est ça, ouais. Et l'idée à l'époque, c'était les Cavs qui disent, bon, on a Garland, on a Mobley, on a Jarrett Allen, allez, on prend Ochai Agbaji, moins de talent pur, mais il pourra aider. Il se trouve qu'ensuite, Mitchell est devenu disponible sur le marché, donc hop, on se débarrasse on accepte de céder Agbaji. Mais le truc, c'est que il se fait drafter un peu plus tard, il avait déjà 22 ans. Bon, le 3 points n'en rentrait pas pour l'instant. À Utah, Utah, il était quand même déjà un projet jeune, justement, sans Gobert et sans Mitchell, tu pouvais te dire, ok, on récupère un jeune, on va l'intégrer au projet et puis ça va être cool. Sauf que ça marchait pas, le tir 35% à 3 points, mais ils s'en sont assez vite séparés, il s'est jamais vraiment imposé au Jazz. Toronto l'an passé, il fait donc la demi-saison aussi à Toronto en 24, et le tir ne rentre pas, même pas du tout, mais c'était que une poignée de matchs. Là, j'ai envie de dire, ça y est, enfin une vraie saison complète dans une équipe, non pas à 20 minutes par match à Utah, mais à 27 minutes par match à Toronto, 40% à 3 points. On sait que de toute façon, le plafond, le niveau maximum, le potentiel est limité. C'est pas drafté plus tard, on le sait, il y a moins de talent pur, il y a moins de dribble, il y a moins de création. Mais en fait, c'est juste ce qu'il faut pour qu'on ait un joueur intéressant. C'est-à-dire 40% à 3 points, un tir à 3 points viable, plus on rajoute la défense, ça fait un bon joueur de rotation largement viable en fait. Et c'est un peu ce qu'on veut. Donc, en fait, je suis un peu content qu'on ait enfin ce jour-là qu'on attendait depuis 3 ans, quoi. Ouais, totalement. Moi, Ochai Agbaji, c'est un mec que j'adorais au moment de la draft, parce que t'avais le tir, mais il faisait d'autres choses aussi à Kansas. Il avait fini autour des 20 points de moyenne l'année où il est champion. Et ouais, non, je pensais vraiment que Utah, ça allait être un super environnement pour lui, parce qu'il allait pouvoir, il y avait pas trop de pression. Mais non, en fait, c'est un des nombreux joueurs de rotation de cette équipe de Toronto qui ont du talent, et qui pour le coup rentrent très bien dans ce système-là, où on leur demande juste de bouger un petit peu hors ballon, de rentrer des tirs à 3 points quand ils sont ouverts, et surtout de les prendre, parce que ça manque globalement de tirs à 3 points. D'où ma frustration avec Grady Dick, en fait ça pourrait être lui. Mais non, vraie saison de Ochai Agbaji. Moi j'aime bien l'aspect défensif aussi, où alors j'ai pas regardé, mais il a un peu ce côté bras de T-Rex, c'est pas grosse envergure. Donc peut-être un petit peu limité sur pas autant que Grady Dick, mine de rien quand même. Ah ouais, Grady Dick, j'avais pas capté ça, mais ouais, Ochai il a un peu ce côté-là. Mais voilà, sur l'homme c'est assez dur, c'est assez intelligent défensivement. C'est un très bon joueur de complément. Je sais pas ce que c'est sa situation salariale. Il lui reste 2 ans. Fin de contrat. Contrat rookie, c'est 4 ans. 2 garanties plus 2 team options. Donc je pense que là ils ont dû la lever, je pense. Mais ouais, en fait ça dépend aussi de ce que va faire Toronto l'an prochain, et on sait pas ça en termes d'ambition, on va dire, si ça veut être compétitif ou pas. Mais clairement, en fait, il est sous contrat rookie. Presque, t'as envie de dire, ça peut être un mec génial à récupérer pour une équipe NBA, quoi. Tu vois, si Boston en février va chercher Ochai Agbaji, donc il le récupère pas cher, et en plus, du coup, il récupère ses droits. Ils vont pouvoir ensuite le prolonger, redépasser le cap, etc. Ça m'étonnerait pas, quoi. Mais bon, je pense pas qu'on est encore à. Il est capable de jouer 27 minutes par match à Boston, de qualifié titulaire, de candidat au titre. Mais je pense que si le shoot est là et enfin il est là, on a un joueur NBA, et ce qu'on n'avait pas avant, en fait. C'est ça surtout. C'est qu'on n'avait pas avant un joueur NBA. Mais alors attends, Kansas 2022, ça veut dire que 14e, les Cavs prennent Agbaji, et que Denver prend un autre de Kansas, alors c'est ça? Attends. Christian Brown. Non, Christian Brown, c'est l'année d'après, non? C'est pas 22, parce qu'il est champion en 23. Si. Brown. Donc, si, c'est la même draft, ouais. Donc les Cavs ont pris le mauvais de Kansas, alors, c'est ça? Ouais. C'est vrai que les deux jouent ensemble comme ça, ils sont champions ensemble.
Et donc je te lance pour ta dernière et 5e stat. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Raptors 2025? Jakob Poeltl, Oui. moins 5,5. C'est la perte d'efficacité au panier qu'inflige Jakob Poeltl aux adversaires quand il défend des tirs au cercle. Donc moins 5,5. En gros, c'est plutôt bien. C'est bien. Ouais. C'est pas élite, mais c'est sympa. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je voulais juste mettre en valeur la très bonne saison de Jakob Poeltl, une de plus. Alors pourquoi on n'est pas aussi, on n'est pas élite dans la protection de cercle? Parce que c'est un mec finalement qui, je trouve, peut faire un peu plus que du drop, qui est pas que limité sur du drop. Donc il est pas excellent il est pas élite dans la protection de cercle, mais voilà, tu peux lui demander de venir un petit peu plus au niveau de l'écran. Il peut faire autre chose que du deep drop, et je trouve que voilà, la saison de Jakob Poeltl est vraiment super intéressante. Son contrat du coup le confirme un peu, puisqu'il a pris un petit cachet cet été. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre sur Jakob Poeltl, en plus de du coup très bon poseur d'écran. Il a ce petit scoop shot à la Hartenstein. Qui d'autre le fait à part Hartenstein? Abdul Jabbar peut-être, non? Non, ça c'est hook shot. Je voulais dire scoop, ou le petit tir, le petit flotteur à la Richon Holmes à l'époque là. Ouais, le push shot. Voilà, push shot à quand 2-3 mètres. Scoop c'est la cuillère, donc c'est non, par-dessous scoop c'est la la main en cuillère, dessous. c'est faux. C'est plutôt push shot à la Hartenstein. Poeltl le fait. Richon Holmes, c'était des flotteurs un peu plus lointains qui étaient sympas. C'était cette équipe des Kings qui faisait que ça. Jason Thompson aussi, un petit push shot là comme ça où les noms, les dinosaures, les Raptors que tu nous sors là. C'est fait exprès. Non mais Poeltl, en fait moi Poeltl j'ai rien noté, enfin quasiment rien noté, j'en ai une quand même, mais parce qu'en fait c'est comme d'habitude quoi. C'est-à-dire une bonne saison comme d'habitude. Enfin on est vraiment sur comme d'hab hein. Pour le coup presque. C'est cool, mais il faut dire quand c'est bien aussi. Mais exactement. Et en fait on a exactement la même efficacité. Je parle vraiment d'efficacité parce qu'il est efficace. Un finisseur qui je trouve au panier n'est pas explosif ou très aérien, mais en fait est très très bon en termes de finition au panier. Je vais pas aller chercher les stats de à quel point il est bon en rollman, mais je crois que tu l'as cité tout à l'heure, non? Ouais. En tout cas, il est pas mal du tout. 1,28 points par tir, c'est très bon, voilà. Plus le côté passing aussi, qui est encore un peu sous-côté, je trouve, où il peut faire un peu le passing hub, donc des jeux de main à main. Il peut un peu faire des lectures en mouvement, alors pas niveau Jokic, hein, mais l'extra passe en sortie du pick and roll, ce genre de choses. Donc voilà, un plutôt bon passeur. Protection de panier, comme tu dis, assez moyenne, enfin moyen bon, on va dire, plus que élite, mais c'est peut-être ça la différence. C'est qu'en fait avant il était élite. Notamment quand tu prends tout ce qui est évidemment, j'ai perdu l'onglet du coup. 2020, il est à moins 10% à San Antonio, moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est élite. C'est peut-être même le meilleur de NBA cette année-là, ou parmi les meilleurs en tout cas, mais la barre des moins 10, c'est un peu les méga élites. 2021 toujours moins 9,7. Voilà, aux Spurs encore. Et 2022, une nouvelle fois, toujours aux Spurs, moins 8,5. Et puis ensuite, il y a le trade à Toronto. Et là, on est sur du moins 4, moins 6, moins 5 cette année, moins 5, enfin bref, un peu plus moyen, mais je pense que c'est du coup, comme tu dis, un peu plus le rôle, sans doute, qui l'amène à être dans des positions différentes. Là où San Antonio, il était un peu plus dans un fauteuil de drop, et justement, c'est aussi un élément où il est très bon, le drop, je trouve. Il a pas l'air hyper costaud, pardon, mais il l'est un peu, plus les longs bras, plus le bon positionnement, les fondamentaux, etc. Et en fait, c'est, je trouve, un joueur qui est finalement assez sous-coté, quoi. Tu vois, là, le fait qu'il ait pas des chiffres top d'efficacité au panier, de défense au panier, je veux dire, parce qu'on l'a dit, les schémas des Raptors, c'est un peu la débandade partout, quoi. C'est très dynamique, etc. Donc, il est pas toujours en position, alors que tu le fais jouer en mode plus traditionnel, à la Luke Cornet, tu vois, qui bouge pas trop, ou ce genre de choses. Je pense qu'il pourrait retaper des très bons scores. Et alors moi, d'ailleurs, ma stat que j'avais sur lui, c'était 2, parce qu'il y a que 2 joueurs en NBA qui correspondent aux critères suivants. Plus de 2% de block percentage et plus de 1,7% de steal percentage. C'est un pivot qui fait pas mal d'interceptions. Ça dénote aussi un bon QI basket. Il n'y en a que 2. C'est Jaren Jackson et Jakob Poeltl. Voilà. Plus de 2% de bloc et plus de 1,7% de steal percentage sur les gros minutages. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui fait comme l'an passé, donc rien de notable. Peut-être le notable, c'est l'âge, 29. Est-ce qu'il faudrait pas vendre maintenant, en fait, presque. Mais là, on en revient à que faire Toronto l'an prochain et à court terme, en fait. Là, ils viennent de le re-signer, donc j'ai l'impression qu'ils veulent le garder. Alors, je crois qu'ils l'ont pas re-signé en free agency. Ils l'ont prolongé en interne. Ah oui, pardon. Donc ils peuvent s'en débarrasser, ok. Donc ils peuvent
plus s'en débarrasser assez rapidement, je crois. Ouais. Non, mais globalement, c'est un peu quel est le projet, quoi. Parce que si tu veux être compétitif, bah ouais, tu le gardes. Mais Moi, j'ai l'impression qu'ils le veulent. J'ai l'impression qu'ils leur veulent. Ils le veulent leur 8e place pour avoir l'avantage au play-in. Bon, tu me diras l'année prochaine à l'Est. Bon, au final, s'ils mettent leurs 3 points en play-off, est-ce que ça va pas en finale? Non. Un autre mec que j'aimais bien. Et on en a un peu parlé avant. Si tu m'autorises, moi en fait, j'ai pas forcément de stats, mais voilà, comme on parlait un peu de défense, il y en a un autre. Toronto est un peu connu sur les 10 dernières années de sortir des mecs pas forcément trop en vue, qui draftent un peu âgés. Il y a Jonathan Mogbo, qui cette année a joué pas mal de minutes quand même, 20 minutes par match. Alors en attaque, il y a pas grand chose, voire pas du tout quelque chose, mais défensivement c'est sympa. Donc voilà, je voulais juste en parler un petit peu. Jonathan Mogbo. En fait, c'est un peu le festival des All-Star Team. Les équipes. Ouais. Non, alors il y a un mec du premier tour. Il y a Jacoby Walter, ouais, qui pour le coup peut être la solution au tir, quoi. Voilà. Bon, c'est très jeune. Hein. Ouais. C'est le plus jeune, il a 20 ans à peine, donc c'est aussi pour ça qu'il se fait drafter. Mais après, il y a 3 mecs là que j'aime bien. On va pas passer 20 minutes sur chacun d'eux, mais qui sont quand même très cool, quoi. Donc on a Mogbo, 31e pick, donc 2e tour, et qui a déjà 23 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est un intérieur extrêmement polyvalent en termes de très mobile, de mobilité, de d'instinct défensif, de long bras, ouais, comme tu dis. Donc ça, c'est très très cool. À voir que ça peut donner l'attaque, hein, comme tu dis, parce que s'il y a que la défense, c'est moins intéressant. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Il y a Jamison Battle qui aussi est par là, rookie de 24 ans, je crois. Il a fait 24. Ouais. Il a fait 24 en mai. Bon, il avait 23 cette année. Et qui, lui, est un peu plus axé shoot. Qui met des tirs. Il met des gros tirs. Exactement. Il est 40% à 3 points pour son année rookie. C'est, waouh, à Toronto, on savait pas que c'était possible. Mais non, un bon joueur de rotation, qui, lui, est sorti il a fait un parcours NCAA. Il était à la fac. Il a fini à 2 Ohio State University à 43% sur 6 tentatives. Donc, gros shooter en fin de cursus. Non, mais je veux dire, il a aussi monté les échelons en NCAA, quoi. Il fait 2 ans, 2020 et 2021. Il était à la fac en 2020 encore. Hein. 2020 et 2021 à George Washington, une petite fac. Il monte ensuite à Minnesota, qui est dans la Big Ten, je crois, à l'époque peut-être. Ouais. Donc voilà, pas mal du tout Minnesota. Et puis ensuite Ohio State, carrément, la grosse fac, 5e année. Il a sans doute dû avoir une dérogation, je ne sais pas pourquoi. Bah si, Covid. Il était à la fac pendant le Covid, donc une année d'éligibilité en plus. Et donc il arrive maintenant après 50 facs et c'est un shooter à 3 points intéressant pour le coup, qui en plus 6-7 de taille, c'est pas un tout petit meneur ou shooter de poche à la Bryn Forbes. Et puis qui est-ce qu'on a aussi Jamal Sheed que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu l'as beaucoup vu jouer ou pas, Jamal Sheed. Bah moi je t'avoue que j'ai plutôt regardé les matchs où il y avait Quickly parce que j'aime bien quand même me garder la rétine sobre. Je peux en parler si tu veux. Jamal Sheed, 20 minutes par match, 75 matchs. Et un meneur malheureusement un peu petit, 6-0, donc 6 pieds à peine de haut, c'est petit pour la NBA. Il est 45e pick de la draft 2024, donc rookie du 2e tour, qui a déjà 23 ans, donc un peu vieux, un peu petit, mais allez vous amuser, regardez les passes, regardez sur NBA.com, regardez ses passes, vous allez voir, c'est je sais pas si j'exagère, et tout est relatif, hein, on parle de relatif à des standards de All-Star Team, mais un peu un maestro de la passe, hein. Franchement c'est bon, c'est pas Doncic, hein, vous avez compris, mais j'aime beaucoup son sens du timing, la gestion du tempo, le côté un peu manipulation de défense, mais pas dans manipulation de genre à la Doncic ou à la LeBron de je sais qui fait ça, donc je fais ça, voilà, le côté non, plutôt l'aspect de je sais quoi faire quand, je sais prolonger le dribble de 1 ou 2 avant que, parce que la fenêtre va s'ouvrir comme ça, je prolonge un peu une demi-seconde ou je passe un peu avant, etc. Le pick and roll est très complet malgré sa taille. J'ai l'impression qu'il est quand même pas mal du tout en passing de pick and roll malgré sa taille, et puis même sur drive and kick également, je drive au panier et je kick out, plus aussi, bon, évidemment, quand tu peux faire ça, tu peux aussi faire du passing de connecting, de milieu de chaîne, mais bon, ça c'est un peu trivial quand tu peux créer, qui peut le plus, peut le moins, tu peux aussi juste faire de l'extra passe, et voilà, le problème c'est le shoot, le problème c'est le scoring et la taille et donc la défense, mais ouais, très cool à voir, Jamal Sheed, je sais pas s'il aura un jour une vraie place en NBA, mais s'il m'a bien intéressé celui-là, donc ouais, c'était un peu les quatre jeunes finalement de Toronto. Et d'ailleurs, on a un peu moins parlé de Jacoby Walter. Ouais, bah après c'est rookie, donc et puis voilà, très inefficace encore Jacoby Walter, mais en gros profil de potentiel shooter, drafté assez haut, donc
Et, voilà, le scoring normalement devrait arriver, mais c'est un peu représentatif de cette équipe des Raptors quand on disait en intro ou un peu au début, c'est il y a du talent en fait. Il y a plein de petits talents qui mis à bout peuvent ressembler à quelque chose. Et c'est pour ça, mine de rien, c'est une équipe qu'on a beaucoup aimé regarder cette année, malgré les résultats qui étaient pas encore là. Mais voilà, je trouve qu'il y a les ingrédients qui peuvent être là. Espérons qu'Immanuel Quickley joue plus que 33 matchs la saison prochaine, que la greffe avec Voldemort, Brandon Ingram se déroule bien. Et voilà. Et que... T'as l'air un peu inquiété par ça. Bah vraiment, parce que c'est une équipe qui a un peu créé son identité offensive sur le fait de beaucoup faire bouger le ballon, d'avoir beaucoup de cuts et voilà, d'avoir du mouvement. Brandon Ingram l'a montré par séquence, mais vraiment par séquence. Mais c'est plutôt un mec qui va arrêter, qui va un peu stopper le ballon. Et qui peut un peu voilà demander plus d'efficacité, enfin de responsabilité offensive, et donc peut-être casser un petit peu ce côté mouvement que l'attaque a. Mais peut-être que ce sera plus efficace parce que il est plus efficace que les mecs qui ont le ballon actuellement. Donc voilà, peut-être que ce sera moins joli mais plus efficace. Je leur souhaite. Disons que si c'est pour remplacer RJ Barrett, c'est bien quoi, parce que t'as un peu plus de scoring, un peu plus de passing même encore. Ingram, on a vu que c'est un autre calibre. Si c'est pour accumuler encore Barrett, Scotty Barnes, donc Ingram, etc., ça fait un peu le festival du 2 points quoi, du pull-up à 2 points quoi. C'est un peu le mid-range sera bouché là. Ouais. Effectivement. Bon, je crois qu'on a fait un petit tour assez complet de ces Raptors. Les joueurs hipsters, on en reparlera, je pense, peut-être sur la prochaine QV de la All Hipster Team, mais voilà, Mogbo, j'avoue que j'aime beaucoup le profil physico-athlétique, donc c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus dans ce lot-là, qui sort en plus d'une petite fac entre guillemets. Excuse-moi Alan, si tu m'écoutes, pardon. Non, il vient de San Francisco, donc la fac qui joue dans la conférence de Santa Clara, là où Alan Guillot coach, mais ouais, je sais que lui il aime bien aussi, hein. Il a coaché contre lui là-bas, et ouais, il est quand même très intéressant Mogbo, pour le coup, donc voilà. Orlando Robinson aussi, d'ailleurs, en parlant de All Hipster Team, un ancien représentant de les équipes qui traîne par là, que voilà, il fait son petit temps de jeu. Non, le vrai joueur majeur qu'on n'a pas encore abordé, on peut finir par lui, c'est aussi Chris Boucher, qui est free agent, il va peut-être partir, ouais. Mais sur le bilan, 50 matchs, 17 minutes par match en moyenne pour Boucher, 36% à 3 points, c'est peut-être, on aurait peut-être voulu un peu plus d'efficacité à 3 points dans cet effectif qui manquait un peu de spacing, hein, pour le coup, mais en même temps, tu vois, je dis ça, mais le profil théorique qu'on entend Boucher, on se dit, ah oui, un grand qui shoot. Dans les faits, il est à 34% en carrière à 3 points. Et la seule saison au-dessus des 36, au-dessus de la moyenne, c'était 2021. Que s'est-il passé en 2021? C'était la bulle. Non, pas la bulle. Les salles vides. Oui, les salles vides, pardon. Les salles vides, tout le monde est bien shooté, tout à fait. Donc, tu vois, Chris Boucher, pour l'instant, 34% à 3 points sur 1000 tentatives en carrière. Donc ouais, pour la rotation un peu bout de banc, c'est cool, mais on verra où est-ce qu'il atterrit. Ouais, et puis défensivement, c'est plutôt ça le problème avec Boucher. Au-delà de moi défensivement, je suis pas fan du tout. Après, c'est parce que il remplaçait Potel qui est très bien. Donc Garrett Temple est encore là. 28 matchs à Toronto pour Garrett Temple. C'est marrant, je l'ai vu. Alors tu vas me trouver bizarre, mais j'ai regardé un match de Summer League 2012 il y a quelques jours entre Boston et OKC, et il y avait Garrett Temple. Voilà. Donc c'est quand même il y a assez longtemps. Non, franchement, respect, parce que moi aujourd'hui j'ai découvert que la chaîne YouTube de la FIBA avait les retransmissions de direct d'il y a 10 ans. Donc je me suis alors j'ai pas regardé très longtemps, je t'avoue, mais je me suis tapé un petit c'était quoi? C'était Slovaquie, Chine de U16 féminine de 2010, juste pour voir à quel point le jeu avait évolué. Si ça marchait, si les archives étaient là, quoi. Ouais. Et bah ouais, ça fonctionnait. Non, alors pour de vrai, sérieusement, une déception pour moi, c'est aussi le fait que Kelly Olynyk ait fait 24 matchs et Bruce Brown 18. Et c'est des mecs, on s'était dit en début d'année, bon, le projet c'est les jeunes, le projet c'est développer des jeunes, on est d'accord. Mais peut-être qu'avec ces mecs-là, non pas aller en play-off, mais au moins apporter un peu de compétences, le cadre un peu des vétérans qui savent jouer, Kelly Olynyk, le 3 points, l'intérieur qui s'est shooté, plus le passing également. Bruce Brown aussi, ce côté, voilà, Bruce Brown qu'on connaît. Au final, les deux ont fait 20 matchs chacun, quoi. Et ça, j'avoue que c'est peut-être un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de compétences autour de ces jeunes-là. Donc voilà. Ils sont dans le trade de Ingram, c'est pour ça.
Ils ont été utilisés en monnaie d'échange, ouais, effectivement. Mais avant ça, tu vois, ils jouent pas trop, quoi. Donc, et quand ils jouaient pas bien. Et d'ailleurs, même le coach les faisait pas jouer tout le temps. Donc, il y avait clairement peut-être un projet tanking un peu qui couvait, quoi, pour le coup. Mais bon. Bref, voilà pour ce bilan 2025 complet des Raptors. En tout cas, merci beaucoup FD d'être passé sur le Basket Lab. Bah, avec plaisir, merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et voici pour une autre équipe un peu mauvaise, hein. Pour le coup, on va pas se cacher, en effet, on reste pour l'instant dans des équipes un peu de bas de tableau. Cela dit, le point individualité, je trouve, reste assez intéressant à mon sens. D'ailleurs, en parallèle, si vous vous embêtez un peu niveau podcast et que ce genre d'équipe un peu nulle vous embête, rendez-vous sur la chaîne YouTube. En ce moment, je fais une série de rétrospectives de matchs tactiques. Donc des formats 45 minutes ou une petite heure de tactique de un match entier. Ça se consomme. C'est comme un peu la version, une version un peu condensée, vous savez, des NBA.com, mais avec mes commentaires tactiques. En tout cas, c'est un peu l'idée. Donc si ça vous intéresse, la chaîne YouTube, on en fait quelques-uns en ce moment, un par jour ou deux par jour. Il y a pas mal de matchs en fait que j'ai sous la main. Donc voilà, si ça vous intéresse, les derniers, de quoi on a parlé déjà? Je crois qu'on a déjà fait un Denver OKC, on a déjà fait un 2 fois Denver d'ailleurs, Denver contre les Wolves. On a fait Dallas contre Indiana avec Haliburton versus Doncic qui était aussi passionnant. Enfin bref, on en a fait plein. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et donc nous de notre côté, on va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, ce sera le bilan des New Orleans Pelicans. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.